Scott nous a bien eu pendant 10 ans, mais nous n'avons jamais joué un garde de nuit dans FNAF, dans le but du moins de faire avancer le lore. Les phases de gameplay ne sont présentes que pour combler les trous. Voyons aujourd'hui comment Scott nous a bien berné et pourquoi nous n'avons jamais joué au jeu que nous prétendions avoir. Ce n'est pas tant une grosse théorie sur le papier, c'est-à-dire que la vidéo ne sera pas forcément très longue. Enfin, j'en sais rien encore quand j'écris ces lignes, mais elle va répondre à énormément de questions, mais aussi en poser. C'est pour ça que il se puisse qu'il y ait plusieurs vidéos traitant de divers sujets, mais ayant comme fil rouge cette théorie. Après vérification, personne n'a parlé de cette théorie. Serais-je le premier à traiter de ce sujet? Très certainement. Quand on cherche à trouver les personnes ayant déjà parlé de cette théorie, on tombe sur des gameplays du style « Vous n'avez jamais joué à FNAF, c'est terrifiant !» mais rien qui ne traite véritablement d'une théorie qui parlerait de ça. Alors pour bien comprendre comment on va traiter cette vidéo, je vous invite tout d'abord à aller voir ma série de vidéos qui traite des différents jeux FNAF, un à un. Ensuite vous pourrez revenir ici pour mieux comprendre ce dont je veux parler, et ce dont je vais parler aussi. Voyez-vous, dans ces vidéos, je parle d'à peu près tous les éléments que nous pourrions trouver dans les jeux, donc il serait préférable que vous visionniez cette vidéo avant celle-ci. Mais avant de commencer, je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo à vos amis pour que eux aussi puissent voir à quel point parfois on peut aller très loin dans les théories. Encore, juste avant de commencer, j'aimerais poser un peu de contexte. Cette théorie m'est venue lors d'une chaude nuit d'été qui m'empêchait de dormir. Alors entre deux pensées, je réfléchissais aux différents jeux FNAF et je repensais aussi au fait que Five Nights at Freddy's, le jeu sorti en 2014 et non pas la franchise, devait être le dernier jeu de Scott, celui de son désespoir un petit peu. C'est alors que je me suis dit que en fait c'est grâce aux joueurs que Scott a pu continuer d'exister. C'est alors que je me suis dit que si FNAF existe en tant que franchise, c'est grâce à nous. Et c'est là que, pour rigoler, je me suis imaginé le fait que on joue pas un gardien de nuit dans FNAF, mais qu'en fait le joueur ferait partie directement du lore, et en fait on est des personnages à part entière. Le truc c'est que j'ai commencé à mettre en lien tout plein d'éléments qui m'ont permis d'arriver à la conclusion que non, nous n'avons jamais joué à FNAF comme Scott aurait voulu qu'on y joue. Donc pourquoi vous n'avez jamais bien joué à FNAF? Pour commencer mon argumentaire, je commencerai par citer la petite histoire de Scott Cawthon. Pas tant vous faire une biographie du créateur, mais bien vous donner un petit peu plus de contexte, un petit peu plus son parcours dans le jeu vidéo. Scott Cawthon développait des jeux tels que par exemple Cheaper & Sons, c'est son dernier jeu avant FNAF, une sorte de jeu de gestion de bûcheron dans lequel on incarne un petit castor qui aidons son père, donc le père du personnage, à gérer son entreprise de bûcheronnage. Alors vendu comme ça peut paraître nul comme jeu, mais en vrai j'y ai joué et franchement il reste intéressant, même si on s'ennuie vite, c'est assez vrai, on va pas se mentir. Bref, ces jeux ne se sont jamais bien vendus et à vrai dire il pensait sérieusement arrêter, mais il a une dernière idée, celle qui révolutionnera sa vie. Les retours sur son jeu Cheaper & Sons disaient que le jeu semblait vide, que les personnages étaient terrifiants et qu'on aurait dit des robots. C'est bon, il en fallait pas plus pour que Scott commence à créer Five Nights at Freddy's. Il a eu raison. Bon, on parlera pas de son Kickstarter qui a accumulé pas moins de 0$, mais pourquoi s'embêter avec un Kickstarter lorsque même le film a remporté 10 fois son budget en une semaine? C'est-à-dire à tel point FNAF est un phénomène de société, même si on ne croirait pas comme ça. Je pense qu'on dépasse facilement les 10 millions d'exemplaires vendus seulement pour FNAF 1. À titre de comparaison, le jeu le plus vendu est Minecraft à plus de 300 millions de ventes. Mais tout ça pour dire que les joueurs sont à l'origine du succès de Scott suite à ses échecs cuisants. Donc si les joueurs n'avaient pas détruit les créations précédentes de Scott, alors jamais nous n'aurions eu le FNAF tel qu'on le connaît. Les bonnes idées généralement nous viennent à l'esprit à des moments incongrus, donc vous n'auriez pas pu jouer à FNAF si vous n'aviez pas détruit son créateur auparavant. On rappelle cependant que le harcèlement ce n'est pas bien, aimez-vous les uns les autres. Cœur sur vous. Mais ça, ce n'est qu'une infime partie de la question. Car en effet, là où nous pourrions dire que c'est le joueur qui est à l'origine même de FNAF, je vais vous donner un second argument qui va venir aussi appuyer le précédent. Il n'y aurait pas eu tous ces événements si nous n'avions tout simplement pas joué au jeu. En effet, voyez-vous, d'une manière assez logique, le lore, d'un point de vue personnel, n'avance pas tant que vous ne jouez pas au jeu. Jusque là, ça semble assez logique. Enfin là où je voulais en venir, c'est que FNAF est apparu lorsque les jeux d'horreur indépendants ont fait leur grande arrivée sur l'internet. Les pages Steam étaient remplies de jeux d'horreur parfois tous aussi nuls les uns que les autres, mais FNAF a réussi à se démarquer. Et si seulement Scott avait créé FNAF complètement par hasard, alors sûrement que FNAF aurait coulé, car oui,
Là, je critiquais même les jeux en 3D. Dans le fond, FNAF est vide. On va pas se mentir que si le jeu était sorti de notre temps, il aurait fait un flop monumental comparé au AAA qu'on nous pond toujours aussi cher les uns que les autres, ceci étant dit. Finalement, sans toute cette popularité des jeux d'horreur indépendants, et sans l'aide des créateurs de contenu de l'époque, quasiment personne n'aurait entendu parler de la morsure de 87 et des meurtres des enfants. D'ailleurs, j'allais venir aux événements présents dans les jeux. Aussi, un nouvel argument. Voyez-vous, dans le jeu, il y a des easter eggs. Pour ceux qui ne sauraient toujours pas à quoi correspondent ces easter eggs, ce sont en fait des détails cachés par le développeur dans le jeu. Ça peut être dans le jeu lui-même, donc pendant les phases de jeu, comme directement dans le code source du jeu. Scott a bien compris que s'il n'en mettait pas, son jeu aurait été vide et sans intérêt scénaristique, si ce n'est les appels du fun guy. Alors il a intégré énormément de ces easter eggs, que j'appellerai des secrets pour que ce soit pas redondant et moins fatigant à écrire, on va pas se mentir. Rien que dans FNAF 1, j'en compte 11. Les voici. Freddy qui nous regarde lorsqu'il est seul sur scène, les robots qui nous regardent dans les parties de service, le It's Me sur la pancarte Appareil Cove, Freddy qui se retrouve démembré sur son affiche, Golden Freddy sur la même affiche, les 4 journaux dont je compte chaque extrait comme un secret à part entier, et finalement les âmes dessinées sur les murs, et sur le même mur les It's Me qu'on peut retrouver. Nous sommes bien à 11 secrets. Et je pense ne pas en avoir oublié. Voilà. Alors ces secrets, ainsi que les appels du Fun Guy, nous aiguillent sur les événements de FNAF 1 et nous aident à nous poser les bonnes questions au bon moment. Non, parce que si nous n'avions eu que la mention de la morsure de 87, sans nous donner plus de détails sur les événements, qui se rapprochent bizarrement de la fameuse morsure, alors les investigations se seraient arrêtées là et nous n'aurions probablement jamais eu de FNAF Sister Location. Car en effet, nous aurions pu avoir les 4 premiers FNAF, même si ces derniers auraient pu être totalement indépendants les uns des autres. Sauf qu'avec ces secrets, alors les jeux sont certes indépendants, mais continuent de suivre une trame narrative logique. Et j'en entends rigoler en sachant que la chronologie FNAF est un bordel illogique, mais là je ne parle pas de chronologie mais bien d'événements. Tout ça pour dire que ces secrets, il faut que les joueurs les trouvent et les étudient. Encore une preuve que FNAF n'existerait pas sans les joueurs. Jusque là, j'espère que vous me suivez encore parce que on va commencer à rentrer plus en profondeur. Et évidemment, j'entends déjà se dire qu'évidemment aucun jeu n'existerait sans les joueurs, sauf que, comme j'ai pu le démontrer plus tôt, c'est grâce à nos investigations que le jeu a pu continuer d'exister, là où certains jeux peuvent narrer leur histoire sans forcément y cacher des détails. C'est là où je voulais en venir. Pour rester sur les easter eggs, nous allons maintenant parler des mini-jeux que nous pouvons trouver dans les différents FNAF. Voyez-vous, je pense, et c'est ce sur quoi une partie de la théorie tient, les mini-jeux seraient finalement les phases de narration par défaut et que les phases de gameplay qu'on a l'habitude de voir ne sont là que pour combler les trous. Mis à part dans Sister Location et Security Breach, là où l'histoire avance en même temps que le joueur. Dans tous les FNAF, où nous sommes basiquement assis sur une chaise, les phases de gameplay en bureau ne nous indiquent pas forcément d'éléments concrets sur l'histoire, et il se passe tout le temps la même chose en boucle, juste en modifiant le niveau d'agressivité des personnages, mais les mini-jeux nous offrent tous les éléments que nous n'avons pas lors de nos phases de gameplay. Mais voyez-vous, même dans Sister Location et Security Breach, nous avons des mini-jeux qui nous en apprennent plus. Alors, il est vrai que dans Security Breach, c'est une intrigue secondaire, mais nous avons tout de même présence de glitch trap dans les jeux Princess Quest. Alors, c'est toujours rapproché de l'intrigue principale de FNAF. Tout ça pour dire que finalement, nous avons dans les mini-jeux tous les éléments de lore dont nous pourrions avoir besoin, et que les livres ne sont là que pour nous donner tous les détails dont on a encore plus besoin. Si je prends par exemple les jeux dans FNAF 2, nous pouvons remarquer que le premier meurtre a lieu au Fazbear Family Diner, que les autres meurtres sont en 1987 lorsqu'on voit des cadavres, n'allez pas me faire croire que ce ne sont pas, nous pouvons deviner que le Purple Guy a encore frappé, confirmé en 1992 avec l'extrait de journaux. C'est là que je vais en venir en disant que vous n'avez pas joué à FNAF. En effet, vous n'avez pas joué les intrigues principales dans les gameplays principaux. Les intrigues principales ne sont que des éléments secondaires qui ne sont pas obligatoires à jouer pour finir les jeux. Toujours mis à part dans Sister Location et Security Breach, malgré le fait que vous avez la possibilité de ne pas jouer au mini-jeu, qui vous offre plus de détails sur les jeux et l'intrigue de ceux-ci. J'aimerais continuer avec le jeu Hellbounded. C'est un élément qui va quasiment venir confirmer ma théorie. Voyez-vous, et j'utilise beaucoup ce terme je trouve, Hellbounded est littéralement un jeu où nous jouons à des jeux dans des jeux, et sans jouer à ces jeux, nous ne pouvons pas récupérer les cassettes qui nous donnent toutes les infos sur Glitch Trap et l'apparition de Vanny. Sans ces indications dans les tapes, nous n'aurions jamais su à quoi correspondait Glitch Trap. Et si je vous disais juste avant que, basiquement, nous jouons à des jeux dans un jeu, Hellbounded est l'exemple parfait, puisqu'on joue à des jeux dans un jeu. C'est littéralement le but de ce dernier. Chercher les cassettes revient à chercher les bugs, mais pas les corriger. Tout ça pour dire que vous n'avez jamais joué au jeu auquel vous prétendiez jouer. Je vais prendre quelques exemples qu'on peut retrouver dans les jeux qui pourraient venir vous aiguiller encore un peu. Si on prend l'exemple dans FNAF 3, si nous n'avions pas amené les iMetric à William, parce que oui d'ailleurs, par ailleurs, nous sommes donc aussi acteurs de ce qui se passe dans les jeux, mais il n'aurait jamais été détruit.
William ne serait jamais allé dans Spring Bonnie, nous n'aurions jamais eu FNAF 3 comme on le connaît. Si nous n'étions pas sortis de la maison du Crying Child, est-ce qu'il y aurait le meurtre sur 83? Si nous n'avions pas leak Site Location, il n'aurait jamais été fait invention d'une fuite de gaz et donc pas de Site Location comme on aurait dû l'avoir. Donc pas de résolution de secret, donc pas de livre en rapport avec ces derniers. Et donc nous n'aurions jamais donné cette glace à Elisabeth qui mourra juste après. Et puis nous pourrions aussi comparer les livres aux magazines d'astuces qu'on pouvait acheter il y a une époque. On peut toujours les acheter, hein, mais ils sont moins populaires. Ce que je veux dire, c'est que ces magazines étaient destinés à nous donner des détails sur les jeux. Les livres le font aussi, de nous donner des détails. Là où ils nous donnent des éléments de réponse, ils nous en posent aussi. Mais alors, si le joueur est l'acteur des jeux, que nous ne jouons pas au bon jeu, du moins comme on devrait le faire, quand est-ce que ça s'arrêtera FNAF? On peut se dire qu'au bout de 12 opus, il y aura une fin. Sauf que non. Il y aurait 4 solutions que j'ai pour le moment trouvées à une fin de Five Nights at Freddy's. Je parle bien de la franchise, enfin je parle bien du jeu en fait, de l'intrigue principale, enfin de l'intrigue du jeu, donc de 83 à Security Breach, au moins. Premièrement, il faudrait que tous les personnages meurent en même temps, et que tout soit détruit. Deuxièmement, qu'il n'y ait plus de possibilité de créer un Remnant, comme William Afton le fait tout le temps, d'où son très célèbre I Always Come Back. Sans ce Remnant, il ne peut pas revenir. Troisièmement, il faudrait que Scott meure. C'est triste, mais sans lui, on ne peut pas terminer l'histoire, comme il l'a imaginé initialement. On pourrait refourguer le travail à Steve Wool, mais ce ne serait pas comme il voudrait. Ce serait pas l'histoire comme Scott aurait voulu qu'elle soit, parce que même si Steve Wool avait repris les droits pour Elmantid et Security Breach, Scott était quand même un peu derrière pour voir un petit peu comment avancer le projet. Quatrièmement, que tous les joueurs arrêtent de jouer et qu'il n'y ait plus d'intérêt de continuer cette histoire. Parce qu'après, on rappelle tout de même qu'avec le Remnant, William, Michael et Elizabeth ne sont techniquement pas morts. Qu'à tout moment, Vanny a une descendance et que ses enfants prennent le travail de leur mère et continuent ses actes. Ou alors qu'on ait de nouveaux antagonistes, mais à un moment, que la famille Afton survive indéfiniment, commencera à nous lasser, je pense. C'est pour moi, je pense, les 4 fins logiques en rapport avec ma théorie de la franchise Five Nights at Freddy's. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Car c'est une théorie en fait, d'un côté elle est très capillotractée, on va pas se mentir que quand on y pense comme ça on se dit waouh le gars il est parti dans des délires, mais en même temps quand on m'écoute parler, on se dit c'est quand même logique. Si vous n'avez pas tout compris, parce que je suis conscient que je parle parfois un peu vite, n'hésitez pas à regarder et re-regarder la vidéo en boucle s'il le faut, à partager à vos amis si jamais ils vous comprendront mieux là où je vais en venir que vous et qui vous explique après, ou tout simplement à venir en commentaire pour me demander plus d'explications. Et dans ces cas-là, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça je pourrai expliquer dans de prochaines vidéos là où je voulais en venir plus précisément. Voilà, c'était FNAFTON, merci d'avoir regardé.